Pourquoi les femmes assument de plus en plus détester les hommes et parfois jusqu'à assumer être misandres? Vous avez voulu l'égalité, maintenant vous l'assumez. Ça, c'est littéralement la phrase des hommes revanchards qui veulent nous punir d'avoir obtenu notre égalité en droit en tant que femmes. Les hommes instrumentalisent votre volonté de les éduquer. C'est bizarre parce que quand je parle avec un homme sur le droit des femmes, tout le temps il va me sortir la phrase « Oui mais le combat il est fini, vous avez eu tous les droits maintenant ». Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Pourquoi les femmes assument de plus en plus détester les hommes et parfois jusqu'à assumer être misandres? C'est un phénomène que j'ai remarqué autour de moi et sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer que ça peut être interprété comme une colère légitime et ça selon plusieurs théories féministes. Déjà on va pas se mentir, la misandrie c'est très mal vu. La misandrie est décrite comme une aversion envers les hommes et on la présente souvent comme l'équivalent de la misogynie. Mais c'est factuellement faux. L'historienne Colette Pipon en 2013 définissait la misandrie comme une haine-réponse. En fait, elle n'existe qu'en réponse à la misogynie et elle s'explique par le contexte de domination des hommes sur les femmes. En fait, la misandrie, elle engendre pas de violence concrète envers les hommes. Au pire des cas, elle va les exclure de cadres privés, mais la misandrie ne tue pas, ne discrimine pas à grande échelle, contrairement à la misogynie qui est pour le coup concrète et bien chiffrée. Il y a un phénomène très marqué chez les jeunes générations et notamment chez la Gen Z, la polarisation des genres. C'est le rapport de 2025 du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes qui alerte sur ce phénomène et déclare que les hommes sont de plus en plus masculinistes et les femmes de plus en plus féministes. Il y a un chiffre notamment hyper marquant, en 2025, 94% des jeunes femmes entre 15 et 24 ans pensent qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. Et ce pourcentage, il a augmenté de 14 points par rapport à 2023. Il ne faut pas oublier aussi qu'elles ont grandi avec MeToo, avec le procès de Mazan. Elles sont donc témoins de la médiatisation de ces violences. Elles sont aussi témoins de la hausse des féminicides, de la hausse des violences sexuelles et aussi de la stagnation du sexisme et des inégalités de genre. En plus de devoir faire face à la radicalisation masculiniste de certains hommes de leur génération. Dans ce contexte, et notamment à l'ère des réseaux sociaux, on peut comprendre que les jeunes femmes expriment de plus en plus leur engagement pour la cause féministe, et ces jeunes femmes pourraient aussi, en réponse, exprimer leur aversion envers le groupe social qui les oppresse, c'est-à-dire les hommes. Alors vous allez peut-être me dire, pas tous les hommes. La féministe Pauline Armange, dans son livre Moi les hommes, je les déteste, y apporte une réponse. En le lisant, j'ai découvert une autre définition de la misandrie. Ce serait le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes exerçant le pouvoir masculin. Du coup, la misandrie, ce n'est pas détester les hommes biologiquement parlant, c'est détester ce qui le constitue socialement, culturellement, c'est la brutalité de sa jouissance à se vautrer dans ses privilèges. Pauline Armange explique même que c'est une colère nécessaire à la lutte féministe. Elle soutient même que la misandrie peut être une porte de sortie car elle pourrait apporter plus de joie à la vie d'une femme, notamment en se détachant du regard masculin, en décentrant les hommes de sa vie, en adoptant un prisme féminin et en se rattachant à une forme de sororité qui renforce les liens entre les femmes. Finalement, les femmes qui disent détester les hommes le font peut-être pour exprimer leur révolte, une forme de colère qui aide peut-être à survivre dans un monde qui est toujours plus violent à l'encontre des femmes. On peut aussi comprendre que ça peut être une forme de réponse face à des hommes qui se désolidarisent de plus en plus de la cause féministe. La démonstration que détester les hommes serait légitime. L'argument, la misandrie, ne tue pas, ce n'est qu'une réponse, donc ce n'est pas comparable. Certaines vont plus loin, une colère nécessaire, une porte vers plus de joie. Le point qui casse tout, c'est le test de symétrie. Remplacer le groupe visé par n'importe quel autre, et la phrase devient aussitôt inacceptable. Justifier l'aversion pour tout un groupe en la rebaptisant réaction, c'est le mécanisme le plus vieux du monde. Le contexte peut être réel, il n'a jamais rendu la haine d'une catégorie légitime. Conseil pour les hommes, une haine reste une haine, quel que soit le sens. Refuse qu'on la maquille en vertu. Les hommes instrumentalisent votre volonté de les éduquer. Ils vous font croire qu'ils ont envie d'en apprendre plus sur le féminisme pour vous forcer à répéter et pour vous fatiguer. Qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué? Eh bien, tout simplement, déjà, on est moins attentif au comportement des hommes autour de nous. On va plus vite lâcher l'affaire. On va prendre du recul sur le militantisme, peut-être faire une pause du militantisme. C'est une stratégie des classes dominantes en général de fatiguer les victimes de violences systémiques en leur faisant répéter à plusieurs reprises les discours militants. C'est pour ça qu'on vous dit que le militantisme, c'est pas éduquer les gens. Parce que quelqu'un qui est vraiment touché par des sujets et qui veut vraiment s'y intéresser, il va aller chercher. On est 8 ans
Après MeToo, croyez-moi qu'il y a des ressources accessibles à tout le monde pour au moins avoir notion de ce qui est de l'ordre des préconisations basiques des féministes concernant le fait de vivre dans un monde plus paritaire, plus égalitaire. Ne vous entêtez pas à répéter des choses basiques. Un homme qui s'y intéresse, il ira chercher par lui-même. Le conseil imparable. Ne débattez plus avec les hommes, car celui qui pose des questions cherche juste à vous épuiser. Un homme sincère irait se renseigner seul. Le point qui coince, c'est une machine à toujours avoir raison. Tu poses une question, tu manipules, tu n'en poses pas, tu t'en fiches. Il n'existe aucune façon pour l'autre d'engager la discussion de bonne foi. On disqualifie le dialogue lui-même, ce qui évite d'avoir jamais à convaincre. Une idée qui refuse la contradiction ne se défend plus, elle se décrète. Conseil pour les hommes. Quand poser une question devient une faute, ce n'est plus un échange, c'est un dogme. Pose-la quand même. Vous avez voulu l'égalité, maintenant vous l'assumez. Ça, c'est littéralement la phrase des hommes revanchards qui veulent nous punir d'avoir obtenu notre égalité en droit en tant que femmes. Ils sont pas féministes pour un sou quand ils parlent de liberté et d'égalité. Pour eux, c'est un moyen pour nous de payer. En fait, on a voulu être sur le même piédestal qu'eux. Du coup, maintenant, on doit rembourser notre dette. On doit être punis collectivement. Vous voyez, ça s'appelle du backlash. C'est le fait de se libérer de son oppresseur et que ce dernier fait tout pour nous faire regretter. C'est littéralement leur phrase. C'est ah bah vous avez voulu l'indépendance, bah vous l'assumez. À chaque fois que je fais des TikTok sur le 50-50 ou des sujets qui parlent de l'inégalité, notamment financière dans un couple, ce sont les premiers à commenter et en masse, vraiment ils remettent le même commentaire 40 fois. Je sais pas si c'est leur masculinité fragile, je sais pas si c'est leur ego blessé, ou bien si c'est le fait tout simplement qu'ils détestent les femmes, mais en gros, ils veulent absolument nous faire payer. Inutile de dire que pour eux, l'égalité, c'est pas en fait une égalité en droit ou quoi. Non, non, c'est une façon pour avoir les femmes comme appui, comme soutien dans leur vie, un soutien financier. C'est pour ça, les hommes féministes, méfiez-vous. Elle dénonce les hommes qui disent « vous vouliez l'égalité, assumez-la ». Un backlash revanchard, selon elle, sauf qu'elle précise le contexte. Et il la trahit. Ses réactions arrivent quand elle poste sur le 50-50 et le partage des dépenses. Le point qui coince, elle réclame l'égalité en droit, mais refuse l'égalité devant la note. Assume l'égalité que tu réclames n'est pas une punition, c'est juste la cohérence. Un homme qui propose de partager applique le principe qu'on brandit. On ne peut pas exiger l'égalité partout, sauf là où elle coûte. Conseil pour les hommes, proposer le partage égal n'est pas une vengeance, c'est prendre l'égalité au mot. Celui qui te le reproche t'a montré où s'arrêtait le principe. C'est bizarre parce que quand je parle avec un homme sur le droit des femmes, tout le temps il va me sortir la phrase « Oui mais le combat il est fini, vous avez eu tous les droits maintenant ». C'est bien, déjà tu côtoies des hommes lucides. Je vais juste vous donner 4 dates, vous allez vite changer d'avis. Ok, alors vas-y, t'as l'air super confiante. Slay, double slay, vas-y, fais-nous vite changer d'avis. Éclaire-nous sur les inégalités que les femmes vivent encore en 2026. On t'écoute. 1965. C'est l'année où une femme mariée en France a pu ouvrir un compte bancaire ou travailler sans l'autorisation de son mari. Pas avant-guerre, en 1965. Oui, en 1965. Donc ton premier argument pour parler des inégalités que vivent les femmes aujourd'hui, c'est de mettre en avant un problème qui a été réglé il y a 61 ans. Vas-y. 1975, dépénalisation de l'avortement. Viol conjugal, par contre, ça a été reconnu comme un crime qu'en 1990. Donc avant 1990, un mari pouvait forcer sa femme sans que ce soit un crime. Attention, encore une fois, t'es en train de parler des inégalités hommes-femmes dont le combat a été réglé avant que tu naisses. Dis-nous ce qui t'oppresse aujourd'hui en tant que femme dans notre pays. On t'écoute. 2018, c'est l'année où les femmes en Arabie Saoudite ont le droit de conjure pour la première fois. Vous allez me dire oui mais c'est pas en France, mais 2018, vous vous rendez compte à quel point c'est récent? Bravo. Comment t'as deviné qu'on allait contester que c'était pas en France? Alors de une, effectivement c'est pas en France, de deux, en 2018. C'était il y a 8 ans. Donc encore une fois, tu es en train de justifier les batailles du féminisme actuel en relatant le passé. Vous me dites tout est réglé, mais si vous avez plus de 35 ans, vos parents sont nés dans un monde où votre mère dépendait de l'autorisation de votre père pour aller bosser. T'as commencé ta phrase par « Vous me dites que tout est réglé » pour nous parler d'un truc qui est réglé. Caroline. Vous pouvez pas me dire que le combat il est fini vu que c'est hyper récent en fait. Donc si je comprends bien, on peut pas dire que le combat est fini alors que le combat est fini. On dirait un syndrome de stress post-traumatique venant d'un stress que tu n'as toi-même pas eu à vivre. Maintenant on a eu ses droits, mais maintenant faut combattre pour garder ses droits parce qu'on peut nous les enlever à tout moment en fait. Avoir peur de perdre quelque chose qu'on a soi-même toujours possédé,
insécurité injustifiée. Je pense que la plupart vous connaissez ces dates, mais je pense que c'est assez choquant de les rappeler, parce que même moi quand je m'en rends compte, c'est affolant. Ce qui est affolant à mes yeux, c'est que tu nous as fait une vidéo d'1 minute pour nous faire prendre conscience des combats du féminisme actuel, en mettant en avant uniquement des problèmes d'inégalité qui ont été réglés avant ta naissance. Et le fait que tu ne trouves aucun argument à avancer, ni inégalité formelle à mettre sur la table qui serait encore présent de nos jours en France, vient de faire tout l'inverse de ce que tu imaginais. Et tu nous as confirmé une fois de plus que le féminisme en France n'avait absolument plus lieu d'être. Les gars, je veux aucune haine envers ces femmes. Des comme elles, il y en a énormément. Et c'est pas elles le problème. C'est ce putain de féminisme qui réussissent à les contrôler par la peur, tout en réussissant à leur faire croire que tout ce qu'ils font, c'est pour leur bien. On va trouver quelque chose. Je sais pas encore quoi, ni comment. Mais il faut absolument qu'on réussisse à sortir nos femmes de cette emprise qu'ils ont créée. C'est plus une option. Il relève une faille réelle. Pour prouver les inégalités que subiraient les femmes aujourd'hui, on récite des dates. 1965, le compte bancaire, 1990, le viol conjugal, des combats justes, mais réglés il y a des décennies. Le point qui tient à la question quelle inégalité légale aujourd'hui, en France, le passé ne répond pas. Rappeler d'où l'on vient est utile, mais c'est pas la même chose que nommer une injustice présente. Confondre les deux, c'est justifier un combat actuel avec des preuves périmées. Conseil pour les hommes. Quand on te répond sur le passé à une question sur le présent, c'est que la réponse au présent manque. Ah bah magnifique, je viens de tomber sur la vidéo d'une pseudo-coach TikTok, et quand je dis pseudo, c'est parce qu'aujourd'hui des coachs, il y en a pour tout et pour rien, et elle, visiblement, elle est coach en rien. Parce que d'après elle, quand un homme, dès le début de la relation, est attentionné, gentil, qui nous envoie des messages à longueur de journée, qui dès le début de la relation nous présente à ses amis, à sa famille, nous parle de projets d'avenir, bref, qui nous parle correctement, qui nous tape pas sur la gueule et qui est pas juste là pour passer du bon temps, eh bien visiblement ces hommes-là il faut les fuir. Honnêtement, si j'avais eu de la thune à perdre, je pense que j'aurais fait appel à elle juste pour me coacher, histoire de voir jusqu'où elle est capable de s'enfoncer dans sa connerie. Alors ma question c'est qu'est-ce qu'on fait mesdames? On devient tous lesbiennes parce que finalement, bon, les mecs pas bien, on n'en veut pas. Les mecs bien mais pas trop, ouais mais il y a le pas trop quand même donc on n'en veut pas. Et les mecs bien, on n'en veut pas non plus. Donc on veut d'un côté des mecs qui nous envoient des messages à longueur de journée mais pas trop. Non, 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 parce que sinon c'est du harcèlement, red flag. On veut un homme qui se projette dans l'avenir avec nous, mais pas trop vite. Mais faut pas qu'il attende trop longtemps non plus, parce que sinon on est prise de doute. Est-ce qu'il tient vraiment à nous? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment l'intention de construire sa vie avec nous? Donc on veut qu'il nous présente ses amis et sa famille rapidement, parce que pour nous c'est la preuve d'un véritable attachement et d'un éventuel futur sérieux à deux. Mais pas trop vite, hein, parce que trop de pression. On veut qu'il paye tout et à la fois on veut faire croire à tout le monde qu'on n'a pas besoin de lui et qu'on est entièrement et totalement indépendante financièrement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, une vie sans homme, je vous avoue que c'est pas trop mon délire. Ah, je vous aime bien les filles, hein, mais en tant qu'amie, quoi. Donc voilà, donc si on pouvait arrêter les conneries, parce que là finalement je commence vraiment à regretter le temps où elles devenaient toutes profs de yoga. Au moins à cette époque-là, avec leur salutation au soleil et la posture du shakibai, elles emmerdaient personne. Et surtout, elles fermaient leur... Voilà, allez, bisous. Une coach conseille de fuir les hommes attentionnés, et une femme lui répond en déroulant la grille impossible. On veut un homme qui écrit « mais pas trop », sinon « red flag », qui se projette « mais pas trop vite », sinon « pression », ni trop lentement, sinon il n'est pas sérieux. Le sommet, c'est qu'on veut qu'il paie tout en jouant l'indépendante qui n'a besoin de personne. Le bon gars ne va pas, le trop bon non plus. Sa conclusion résume tout. À ce compte, quel homme peut encore convenir? Conseil pour les hommes, quand la grille se contredit à chaque ligne, le problème n'est pas toi. Aucun profil ne peut la satisfaire, c'est fait pour. Pourquoi je ne soutiendrai jamais le féminisme? D'abord parce que je suis contre le racisme. La suprématie blanche sera renforcée et non affaiblie par le suffrage des femmes. C'est ce qu'a dit Carrie Chapman Catt, figure clé des droits des femmes. Les femmes des minorités étaient toujours exclues des débats et le but n'a jamais été le droit de toutes les femmes. Margaret Sanger, militante de la contraception, son but était la limitation des naissances chez les femmes des classes inaptes.
pas leur apporter plus de droits ou d'autonomie. Et dans les années 60-70, elles ont fait la révolution culturelle. Le féminisme est devenu le mouvement social le plus visible, ce qui a éclipsé les luttes pour les minorités. Et jusque dans les années 80-90, des centaines de milliers d'enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et placés dans des pensionnats ou d'autres familles où ils ont subi des maltraitances dans le but d'effacer leur culture. Jusqu'en 2019, des femmes autochtones étaient stérilisées de force, mais combien de féministes avez-vous entendu en parler à cette époque ? Elles sont plus préoccupées à vouloir qu'on les applaudisse de prendre des trains et de ne pas assumer les conséquences de leurs mauvais choix que de parler des vraies injustices subies par les femmes des minorités ou qui concernent les hommes, car elles ne mentionnent ces sujets et ce que vivent les autres femmes dans le monde que lorsque ça leur permet d'avoir des arguments émotionnels et rallier les gens à leur cause. Elles se présentent toujours comme les plus grandes victimes alors qu'en réalité ce sont les enfants et nous avons un réel problème de PDF et d'enfants qui sont délinquants, mais elles invisibilisent le problème en disant les femmes sont les victimes et ce sont les hommes le problème, vu qu'elles ne vous parleront pas non plus de la maltraitance commise sur les enfants par les femmes, mais vont leur trouver des excuses en mettant tout sur un patriarcat qui a disparu et en voulant ignorer ce que peuvent devenir ces enfants victimes. Elles ignorent le vrai problème pour se plaindre du résultat, car elles refusent la solution qui les mettrait en face de leurs responsabilités dans la destruction du noyau familial par leur promotion de l'égocentrisme. Tout ce qui les intéresse, ce sont des privilèges. Vous pensez qu'elles veulent travailler à la mine à l'époque ou même maintenant? Toujours pas. La majorité des métiers étaient physiques et les femmes pauvres travaillaient déjà parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les militantes de cette élite, elles, voulaient surtout accéder au poste de pouvoir. Hier comme aujourd'hui, c'est toujours pareil, rien n'a changé. Un groupe de femmes voulant des privilèges et invisibilisant les luttes importantes, qui sont spécialisées dans la désinformation, comme l'écart des salaires, tous les hommes profitent du système, ou comme lorsqu'elles affirment que les femmes sont V toutes les 2 minutes 30 en mélangeant avec les victimes hommes et des actes qui ne sont pas des V. Et c'est pour ça que je les débunk, mais derrière, elles vont dire que je suis misogyne pour exposer leurs mensonges. Je ne les soutiendrai jamais, je préfère soutenir la démocratie qui est l'égalité entre tous, car elles prétendent lutter contre l'injustice, mais sélectionnent qui sont les victimes et qui sont coupables. Et je ne soutiendrai jamais des menteuses voulant des privilèges qui veulent diviser les hommes et les femmes et propager la haine des hommes. Il reproche au mouvement de ne défendre que les combats qui rassemblent et rapportent de la visibilité, en laissant de côté ceux qui ne font pas de bruit. Le point défendable. Une cause qui trie les injustices selon leur rentabilité médiatique n'est pas un principe, c'est un positionnement. On s'indigne fort là où ça rallie, on se tait là où ça ne rapporte rien. Conseil pour les hommes. Regarde ce qu'un discours choisit de taire. Le silence sélectif en dit autant que les slogans. J'ai toujours su de quoi parlaient les femmes lorsqu'elles disaient tous les hommes. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je comprenais le raisonnement, mais je ne validais pas la structure. Il a fallu que je scrolle un peu pour savoir de qui elles parlent exactement, pour vous le montrer. Écoutez bien cette vidéo. Il y en a qui disent not all men, moi je vous dis c'est bien les hommes le problème. Et on va commencer avec une anecdote combinée des 4 derniers mois. Durant un festival, un mec de la soixantaine prend en photo le cul de ma pote qui était en mini-jupe. Durant une soirée, on laisse 10 minutes une amie qui ne parle pas bien français, seule, et elle revient en nous disant qu'un mec l'a touché. Encore plus, je marche à une soirée à côté d'une amie. Un mec passe devant nous, la fixe, et lui demande s'il peut mettre la tête dedans. Superbe. Vous vous empressez de faire des vidéos. N'oubliez pas, il faut croire les victimes. 4 anecdotes. Il est là, il voit, et quelques mois après, il fait une vidéo pour nous expliquer que c'est les hommes le problème. 4 anecdotes, je répète, 4 fois où il était là. Et à aucun moment, il nous dit ce qu'il a fait lui. Alors que c'est littéralement ce genre d'action que les femmes attendent des hommes. Elles n'attendent pas que vous soyez leur perroquet. Elles n'attendent pas que vous validiez leurs propos. Et attention, je vous parle des femmes raisonnables. Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'un témoin qui intervient lors d'un incident de harcèlement réduit significativement l'escalade. Et ce levier-là existe. Le témoin qui voit et se tait, c'est exactement le profil qui condamne dans sa vidéo. Maintenant, réécoutez les 4 situations. Cul photographié, il ne dit pas ce qu'il fait. Ami touché en 10 minutes, il ne dit pas ce qu'il fait, ou en tout cas ce qu'il faut faire. Demande obscène dans la rue, il ne dit rien. Il ne dit pas ce qu'il fait. Et l'effet spectateur se déclenche dès la 2e personne présente. Donc plus on est nombreux et moins chacun se sent responsable d'agir. Et lui, il était avec ses amis dans les 4 situations. Et le pire dans sa vidéo, c'est que son argument le plus solide, son image de clôture, c'est Arès, le soi-disant dieu de la guerre qui n'a jamais touché une femme. Celui que la mythologie décrit comme, je cite, une force de destruction sans contrôle. C'est-à-dire que la seule preuve concrète qu'il avance dans cette vidéo est mythologiquement fausse. Le reste, ce sont des anecdotes, les siennes, et il n'a rien fait. D'ailleurs, revenons à la première situation. Le festival, le mec de 60 ans, il prend en photo le cul de ta pote. C'est ce qu'il dit. Il a attendu
4 mois pour en parler et face caméra à des inconnus. La narration qu'on qualifie de post-hoc après un événement permet de reformuler sa propre place dans cet événement. Tu étais passif. Tu deviens donc l'observateur lucide qui avait tout vu. Et c'est pas un mensonge, c'est une reconstruction. Donc, ce que beaucoup ont retenu, c'est le Holman, alors que sa vidéo est littéralement construite sur 4 confessions d'inaction implicite. Et il utilise ça comme fondation d'une leçon morale adressée aux hommes. C'est pas les femmes qui lui reprochent d'être passif, c'est sa propre structure de raisonnement. Et ce type de contenu marche parce qu'il crée une dissociation propre. T'as été là, tu n'as rien fait, mais t'as quand même osé publier. Et le post remplace l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as accumulé de la légitimité morale sur des actions dans lesquelles tu n'as rien pesé. Et le problème, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il nous vend de la dénonciation à la place d'une intervention. Et la différence entre les deux, justement, elle compte pour la fille qui était là. Elle compte dans la volonté de réduire au maximum les injustices et les inégalités envers les femmes que vous prétendez combattre. 4 situations, 0 acte déclaré. Et c'est ça, la conscientisation. Donc, moi, je voudrais juste savoir ce qu'il a dit au mec de 60 ans. Il fait une vidéo pour expliquer que les hommes sont le problème. Sa preuve, 4 scènes de harcèlement dont il a été témoin, le détail qui change tout. À chaque fois, il était là et il n'a rien fait. Le point qui le démonte, le témoin passif, celui qui voit et se tait, c'est précisément ce qui laisse le harcèlement continuer. Il condamne exactement le rôle qu'il a tenu et il transforme sa propre inaction en leçon de morale adressée aux autres. La dénonciation en ligne a remplacé le geste qui aurait compté sur le moment. Conseil pour les hommes, poster n'est pas agir. Le jour où ça compte, c'est ta voix sur place qui vaut, pas ta vidéo 3 mois plus tard. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.